Claire. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Europe 1, bientôt 7h15. Je salue mes débatteurs de la première heure d'Europe 1 Soir. Bonsoir Elliot Maman. Bonsoir. Journaliste, chroniqueur politique. Bonsoir à vous Paul Melun. Bonsoir. Consultant, écrivain. Et bonsoir également à Frédéric Loos, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. On va commencer avec vous Frédéric Loos. Et ce rapport paru depuis de l'Office anti-stupéfiants, l'OFAST, rapport sur l'état de la menace liée au trafic de stupéfiants dans notre pays. Avec cette double alerte, la France est touchée par un tsunami blanc en matière de narcotrafic. Notre pays est devenu un des pays européens les plus touchés par ce fléau. Et l'offre de drogue existe partout sur le territoire sans plus aucune zone blanche. Frédéric Loos, est-ce que vous constatez sur le terrain ce qui est dit dans ce rapport ? Oui, on le constate. Il y a eu de nombreuses alertes depuis très longtemps. On a enfin eu un rapport d'une commission sénatoriale de lutte contre le narcotrafic qui a fait un point, et c'est un grand moment de lucidité, un grand moment peut-être tragique, puisqu'on a parlé à juste titre de point de bascule. Puis il y a eu une loi intéressante qui s'est traduite par des dispositifs nouveaux en juin 2025. Je pense, hélas, que ça va pas être suffisant, parce que ce soit au niveau de l'offre, où il se passe quelque chose de fou dans le monde, en particulier sur l'offre de cocaïne, de produits de synthèse, et en particulier sur la rentabilité de ces produits, que ce soit sur la demande qui explose. Nous constatons sur le terrain ce tsunami, et c'est extrêmement grave. C'est un enjeu pas simplement de sécurité, mais aussi de santé publique. Et aujourd'hui, je le dis clairement et gravement, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Et on va longuement en reparler. Ce phénomène, nous dit l'Office anti-stupéfiants, aurait explosé de manière très subite dans notre pays. Est-ce que vous avez une explication particulière à cela ? Il y a beaucoup d'explications. Et il y a beaucoup de façons. D'abord, notre pays, il faut être au clair. On a eu la libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises. On en a goûté les avantages. Aujourd'hui, les inconvénients, c'est la libre circulation des narcotrafiquants, des drogues, etc., qui est portée par une vision ultra-libéraliste où il n'y a plus de régulation nationale, était jusqu'à présent un phénomène assez marginal. Et puis, bilan coût-avantage d'un pays qui était très ancré dans la mondialisation, qui s'appelle la France. Aujourd'hui, c'est... Qui a une position géographique particulière en plus. Alors déjà, il y a cet aspect-là. On est ouvert. Comment défendre une maison où les fenêtres, les portes, le toit est ouvert? Deuxièmement, il y a des réseaux qui se sont ancrés derrière les murs de nos cités, à la faveur aussi de phénomènes communautarisés, parce que le narco-banditisme n'est plus le grand banditisme d'avant, ça c'est très préoccupant, et en plus il s'abrite derrière l'urbanisme et les logiques communautaires d'avant. Et puis ce phénomène a explosé aujourd'hui. On a aussi un pays avec 6000 km de côte, des départements, des territoires d'outre-mer qui nous rendent particulièrement vulnérables. C'est pour ça que aussi bien au niveau de la consommation que de l'offre, on est un pays, pas simplement de rebond, mais on est une véritable cible, et il y a un danger. Et dans ce contexte, est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, la France est devenue un narco-État, que le pays, que la société s'est mexicanisée, ou c'est une formule encore excessive par rapport à la réalité que vous constatez ? C'est une formule excessive, mais la distance se réduit. S'il y a 10 ans, on regardait la série, ou il y a 3-4 ans, la série Narco, ou les séries mexicaines sur les cartels, sur Pablo Escobar, on pouvait se dire, c'est lointain, heureusement, ça n'arrive pas chez nous. La corruption, l'emprise des organisations criminelles sur la politique, les phénomènes de corruption, aujourd'hui, c'est en train de se rapprocher et d'arriver. C'est en train de se rapprocher d'arriver, d'abord pour les mêmes raisons. Nous n'avons pas de frontières. Ça arrive par la Belgique, ça arrive par l'Espagne, ça arrive par la Hollande. Il y a toute cette vulnérabilité. Ça arrive par les réseaux numériques, par dont savent très bien se servir les narcotrafiquants, qui sont plus agiles que l'État. C'est une guerre asymétrique. Pendant que nous, on réfléchit sur les libertés individuelles, les transferts des données, et c'est bien normal. Mais néanmoins,
on est un peu aveuglé parce qu'on mène une guerre avec des trafiquants qui, eux, n'ont pas ces scrupules et aujourd'hui veulent pas simplement faire du profit, mais veulent constituer un phénomène de mafia, c'est-à-dire se substituer à l'autorité. Et là est le danger. Avec une extrême violence qui va avec. Est-ce que vous la vivez, cette violence sur le terrain? Est-ce qu'il vous arrive, vous, personnellement, d'avoir peur sur le terrain face à cette extrême violence des narcotrafiquants? Avant que j'exerce le mandat de secrétaire général du syndicat des commissaires, oui, j'ai été moi-même menacé à 2 reprises dans ma carrière. Et puis j'ai de nombreux collègues qui la vivent. Et j'ai eu, hélas, à déplorer des menaces contre des policiers et à faire partir en urgence des policiers. En urgence, ça veut dire en quelques jours, des policiers et leurs familles qui étaient menacés par des phénomènes criminels. Et alors, dans la police, ça peut arriver, mais aujourd'hui, ça se multiplie. Et puis de toute façon, quand vous avez un chiffre d'affaires qui est estimé il y a quelques années, on disait 3-4 milliards, aujourd'hui le rapport dit plus de 7 milliards. Donc forcément, vous avez une puissance corruptive et qui va s'hybrider avec l'économie réelle et c'est extrêmement dangereux. Paul Melun. On parle de plus en plus des consommateurs. On nous dit on n'a pas suffisamment tapé les consommateurs depuis des années, on a été peut-être un peu laxiste, un peu laissé faire comme si ça pouvait être quelque chose de récréatif. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire face à cela? Parce que finalement, si on coupe la consommation, tout ce que vous disiez tout à l'heure sur la mondialisation est très juste, sur la circulation des capitaux autant que des drogues, etc., et des trafiquants. Mais finalement, comment est-ce qu'on peut aussi en amont, par les consommateurs, essayer de travailler, outre peut-être la prévention, à enrayer, à stopper cette mécanique infernale où il y a de plus en plus de consommateurs de drogue en France? C'est là que c'est un problème. Oui, c'est là que c'est un problème complexe et redoutable. Ce que j'ai dit, on est dans l'Union européenne et dans un monde qui est particulièrement ouvert avec une conception ultra-libérale qu'on a souhaité. Bon, et personnellement, je l'ai pas souhaité, même si je suis pas un souverainiste enfermé, acharné, mais c'est un problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez des pays comme la Belgique, comme le Canada, comme les Pays-Bas, où la consommation est tolérée, voire l'Espagne, etc. Enfin, il y a différents modèles, et même l'Allemagne aujourd'hui. Donc c'est très difficile parce que on a des pays qui sont des pays démocratiques, des pays matures qui ont fait le choix, j'allais dire, en particulier sur l'herbe, sur le cannabis, de le tolérer. Pour autant, ça n'a pas fait disparaître les mafias, l'arrivée de drogues beaucoup plus dangereuses, etc. Donc c'est très difficile de ce point de vue-là, déjà parce que il n'y a pas de consensus. C'est pour ça que moi je pense que ce qu'il faudrait avant tout, c'est faire et là je ne comprends pas, je lance un appel à Madame Vautrin, je lance un appel au ministère de la Santé, c'en est même, je pèse mes mots, suspect. Pourquoi il n'y a pas de campagne sur la nocivité des drogues? Pourquoi? Oui, je dis bien, c'en est même bizarre et suspect. C'est-à-dire que vous avez des adolescents qui se laissent lobotomiser par des réseaux sociaux, c'est une colonisation numérique, et sur les réseaux sociaux, vous avez un espèce de modèle où la drogue est absolument banalisée, où l'offre se fait en un clic, et vous avez de plus en plus d'adolescents, on le sait, c'est pas un poncif ce que je dis, qui sont élevés, non pas par les livres, la lecture, l'éducation, l'instruction, par les réseaux sociaux. Et on ne profite pas, nous, l'État, pour faire une campagne pour dire, écoutez, voilà les risques psychiatriques, voilà les risques physiques, voilà les risques pour les moins de 25 ans quand le cerveau n'est pas fait. C'est incompréhensible. Pourquoi ? C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. Il y a des campagnes qui existent, mais des campagnes dans les infirmeries des lycées, des choses comme ça, de la prévention. Non, je parle de campagne. Vous parlez de campagne numérique. De campagne de communication nationale numérique à la télé, comme on a su très bien le faire pour le sida, le VIH, pour le cancer, pour l'insécurité routière, etc. Pourquoi il n'y a pas une campagne pour dire... Voilà, vous prenez d'ailleurs un paquet de cigarettes aujourd'hui, on va vous mettre une photo atroce de quelqu'un qui est en train de mourir, qui a les poumons atrophiés, etc. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que pour la drogue qui est en train d'exploser, il n'y a aucune campagne. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une ambiguïté au gouvernement là-dessus? Je pose la question. Moi, ça fait 1 an et demi que je pose cette question. Le phénomène explose. Je rencontre des ados. Je suis en même temps président d'une association de prévention de la délinquance.
Voilà, on n'a aucun contre-discours, à part des discours qui banalisent l'usage de la drogue dure, etc. Après, comme c'est extrêmement dangereux, parce qu'effectivement, on a des drogues qui sont utilisées à des fins médicales, on a des pays qui ont légalisé les drogues ou qui font la distinction entre les drogues dures et douces. Moi, je dis simplement, pour ceux qui me disent « mais oui, il faut le faire, mon cher ami », est-ce qu'ils le font pour leurs enfants ? Voilà, c'est tout. C'est est-ce qu'ils le font pour leurs enfants ? Et pourquoi ce silence ? Pourquoi il n'y a pas de campagne ? Voilà, Frédéric Loos, vous parlez de ce que ne fait pas Catherine Vautrin en matière de prévention, notamment contre l'usage de ces drogues. Moi, je voulais vous interroger sur ce que fait Bruno Retailleau actuellement et ses prédécesseurs. Je me souviens par exemple d'opération Place Nette XXL mise en place par Gérald Darmanin quand il était ministre de l'Intérieur à grand renfort de communication. Est-ce que ça a pu servir à quelque chose ? Ça sert comme une rustine, c'est provisoire, mais c'est pas une politique durable. Donc, je vais pas vous dire ça sert à rien, ça sert. Ça a servi à gêner, ça a servi à entraver, ça a servi à rassurer les habitants à un moment donné, à prendre de l'information, à montrer que l'État était là. Mais ce qui compte, c'est pas le temporaire. Ce qui compte, c'est tout ce qui est durable. Et pour revenir à quelque chose qui montre qu'on est face à un défi terrible, je vais vous donner quelque chose de simple qu'il faut avoir à l'esprit. Grosso modo, 1 kilo de cocaïne produit en Colombie, à la production, c'est 1 200 €. À la revente au détail, c'est 70 000 €. Et ça veut dire que cela fait 5 700% de marge bénéficiaire. Quelle autre activité ? 5 700%. Si je fais le même raisonnement pour du cannabis produit dans le RIF et qui arrive au détail en France, on est à 7 000% de marge bénéficiaire. Si on ne prend pas la mesure de ces chiffres, alors oui, effectivement, la mexicanisation, vous voyez, je ne suis pas tombé dans les mots et la facilité, va arriver plus vite que prévu. Parce que forcément, il y a une rentabilité extraordinaire, il y a un modèle pernicieux, et des jeunes vont se dire, mais pourquoi je me priverais d'entrer dans une activité aussi rentable ? On n'est pas à 700%, 70%. Je ne sais pas dans l'économie réelle s'il y a une démarche bénéficiaire à 70%. C'est déjà très bien. Voilà. Et 7000%. Vous voyez, c'est considérable. Mais Frédéric Loos, face à ces enjeux aussi considérables, est-ce que c'est un phénomène qui peut encore être endigué, ou alors est-ce qu'on a déjà atteint un point de non-retour ? On n'est pas les bras ballants. On a développé la coopération internationale policière et judiciaire. Ça marche bien, on a des magistrats très investis, des policiers de l'OFAST et des policiers très investis dans les ambassades. On a eu des résultats inespérés avec les Émirats Arabes Unis. On a de meilleures relations avec le Maroc. Donc ça nous a permis d'arrêter, entre guillemets, ce qu'on appelle de gros bonnets, des têtes de réseau, parce que c'est quand même le plus important. Mais malgré tout le travail qui est fait, je ne vais pas vous dire qu'on vide l'océan avec une petite cuillère, mais j'en reviens aux fondamentaux. Mais c'est une question, hein. Moi, je suis pas que dans un couloir de nage étriqué sécuritaire. Est-ce que la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux aujourd'hui est profitable à notre État ? Est-ce que c'est considéré comme des conséquences dommageables ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est en train de devenir un problème ? Dans la mesure où on ne partage pas la même conception de la frontière, la même conception de l'usage des drogues avec, par exemple, l'Espagne. Ou demain la Grèce. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a la première des réflexions, elle est là. Après, vous comme moi, on connaît des gens qui vont fumer du cannabis, des adultes qui sont formés. Ça pose pas de grands problèmes et vous connaissez l'argument, c'est pas plus grave que de prendre 4 whisky. Le problème, c'est les adolescents. On continue à en parler. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. On va continuer à décrypter, à disséquer ce rapport de l'Office anti-stupéfiants. On marque une première pause dans Europe 1 Soir. Restez bien avec nous, à tout de suite sur Europe. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Maël Laurent. Europe 1 Soir, 19h32, toujours avec Elliot Maman, chroniqueur politique, Paul Melun également, écrivain, essayiste, et Frédéric Loos, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Elliot Maman, à vous l'honneur, vous avez une question pour Frédéric Loos. Oui, absolument. Ce qui est intéressant dans ce rapport, et c'est peut-être un élément nouveau dans le débat en France sur la question, c'est que le rapport pointe le risque de voir émerger
une contre-culture au sein des réseaux de narcotrafic. C'est vrai que par exemple au Mexique, de nombreuses études avaient documenté que l'espèce de référence kitsch dont se servent les réseaux criminels pouvait constituer une espèce d'argument esthétique qui convainc certains de rejoindre les rangs des narcocriminels au Mexique. Est-ce que vous avez l'impression que de la même manière, il pourrait y avoir la manipulation de références culturelles qui peuvent parfois constituer une espèce de produit d'appel pour ces narcotrafiquants, ou est-ce que l'essentiel des effectifs des narcotrafiquants se résume essentiellement à des arguments économiques au vu des gains que le trafic peut engendrer ? Non, moi je pense que cette contre-culture, on est déjà dedans. C'est effectivement une très bonne question. On est déjà dedans. Regardez des clips de rap, regardez justement la contre-culture qui s'expose davantage sur les réseaux sociaux et qui vise à contester toute la documentation médicale, etc. C'est pour ça que face à cette contre-culture, et ça fait bien de fumer, de se défoncer, de prendre des extasies, des amphétamines, etc., il est absolument impératif, non pas de dire de façon très policière, c'est pas bien, si vous faites ça, vous allez en prison, vous allez avoir une amende. Il faut pas, raisonner comme ça. Il faut leur dire, voilà les dégâts sur la santé. Voilà les dégâts sur la santé. Voilà les dégâts sur la mémoire. Voilà les dégâts sur les poumons. Voilà en quoi ça peut faciliter la schizophrénie. Voilà pourquoi ça peut faciliter la dépression. Voilà les dégâts sur vos articulations. Et il faut être extrêmement concret parce que nos jeunes sont paradoxalement moins bien formés, plus déformés, mais beaucoup plus informés. Donc, et c'est pour ça que après, cette contre-culture, elle est faite à des fins de marketing, parce que quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer des cabinets d'avocats à plusieurs millions, des systèmes de logistique pour exporter qui coûtent des millions, voire même des sous-marins. On a vu même des narcotrafiquants qui utilisent des systèmes très élaborés, ultra diversifiés, qui courront. Vous pouvez vous payer une campagne de communication. Et en même temps, ils reprennent des codes du marketing. Mais peut-être face à cette contre-culture, comme on dit, des narcotrafiquants, qui, c'est vrai, on l'a vu dans des clips sur YouTube, etc., se mettent en scène avec des grosses cylindrées, des motos avec lesquelles ils font des rodéos, etc. Et il y a une espèce d'imaginaire héroïque du trafiquant de drogue, ce qui est épouvantable d'ailleurs, qui a la Kalachnikov, qui a les armes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu, pour un peu rebondir sur ce que disait Elliot, de réfléchir à une contre-culture à la contre-culture, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut proposer à des jeunes qui habitent les cités, par exemple, autre chose comme modèle peut-être que le modèle du trafiquant, c'est-à-dire pourquoi pas le modèle du policier, le modèle du militaire, le modèle du pompier, le modèle du médecin. Vous voyez, essayez aussi de travailler ces jeunes pour les détourner finalement de ça comme objectif de vie d'être trafiquant de drogue, en leur montrant aussi les risques que ça peut avoir pour leur vie. Alors, oui, vous avez raison. Ça existe déjà. Et il y a un outil dont on se s'est pas servi ou qui a été complètement dévoyé. C'est le SNU, par exemple. Oui, voilà. Service national universel. On en a fait un truc. Est-ce que c'est suffisant ? On en a fait un canard sans tête, un peu d'écolo, un peu de bons sentiments, un peu de civisme, un peu d'armée. C'est une erreur. On le voit aujourd'hui avec les défis géopolitiques majeurs. Il faut refaire une culture militaire et policière et en même temps offrir à ces jeunes d'autres perspectives. Alors ça existe déjà parce que dans les cités vous avez beaucoup de jeunes et pour parler clairement de jeunes issus de l'immigration qui viennent massivement pour demander à intégrer la police, la gendarmerie, les pompiers et ça fait bien évidemment d'excellents praticiens, d'excellents policiers, d'excellents gendarmes, d'excellents pompiers, mais de plus en plus, certains vont être captifs et de plus en plus vont être sous la menace. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit attention, par rapport au banditisme traditionnel, les narcotrafiquants s'abritent derrière les murs des cités, abritent leur commerce, même s'il est ubérisé, numérisé, et abritent leur trafic derrière des logiques de solidarité communautaire, d'emprise, de pression, de conformité. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Nous sommes dans des HLM, c'est tabou, habitations à loyer modéré, qui sont détournées, dont les murs sont détournés, les caves sont détournées, les entrées sont détournées, dont une partie des habitants sont obligés de servir de nourrice, dont des guetteurs, on parlait du couvre-feu à Nîmes.
On parlait du couvre-feu à Nîmes. Vous avez eu des assassinats à Nîmes, des gens retrouvés ligotés, exécutés avec des vidéos, des aides mafias, etc. Donc, on dit, il y en a qui en viennent, la Ligue des droits de l'homme, mais quelle honte, s'est mis à attaquer les couvre-feux. Je veux dire, mais dans quel monde ils vivent? Alors, le couvre-feu n'est pas la solution, mais tout ce qui peut réussir à détourner cette jeunesse, à recréer des inhibitions, à donner un peu d'aide aux parents, pour dire c'est non, etc., et pour identifier ces jeunes, est utile. Et ce sera le mot de la fin. Frédéric Loos, merci à vous d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale.